Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le mois sacré de Ramadan touche presque à sa fin, mais la valeur spirituelle des 10 derniers jours réside au fait qu'elles contiennent le jour le plus important de ce mois sacré et même de toute l'année, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. L'occasion pour nous, dans cet épisode, d'évoquer le modèle marocain de tolérance religieuse. Au cœur de ce modèle, la figure de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, garant de l'islam du juste milieu, un islam ouvert et tolérant, fondé sur les valeurs universelles de coexistence et de paix. Au Maroc et au-delà des frontières d'ailleurs. L'institutionnalisation du champ religieux à travers le ministère des Affaires islamiques et aussi la création d'institutions telles que la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et l'Institut Mohammed VI de formation des imams sont des témoins de cette volonté de promouvoir un islam modéré et de former des leaders religieux prônant le dialogue interreligieux. L'Institut Mohammed VI en particulier joue un rôle crucial dans la lutte contre l'extrémisme religieux en formant notamment des imams et des prédicateurs venus d'Afrique mais aussi d'Europe. Il s'agit de faire de ces prédicateurs des ambassadeurs du modèle religieux marocain, un modèle qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays où il contribue à apaiser les tensions et à promouvoir la paix. Pour reprendre les mots de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de la visite historique du pape François en 2019, je cite Sa Majesté le roi, « Pour faire face au radicalisme, la réponse n'est ni militaire ni budgétaire, elle a un seul nom, éducation. » Fin de la citation royale. Et de cet édito passe à présent la présentation de mes chers invités pour cette émission. Je commencerai par le professeur Shimi. Bonsoir, Mustafa Shimi. Bonsoir. Également avec nous, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de diplomatie religieuse, l'expert en relations internationales et en diplomatie, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir. Merci. Et bienvenue à vous. Bonsoir, Léla Khadija. Merci. Alors, nous allons commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par rappeler le rôle que joue la monarchie marocaine dans la promotion de l'islam du juste milieu. Mustafa Shimi. D'abord, il faut rappeler le statut du roi. Le statut du roi est défini par la Constitution dans l'article 41 de la Constitution de 2011. Il y a également un autre statut, parce que l'article 41 donne un statut. Quelle est maintenant la situation et la crédibilité du souverain en tant qu'Amir al-Mouminin? Elle est institutionnelle et constitutionnelle, je l'ai dit, mais il y a aussi un leadership. Je vais vous donner un exemple. La création de l'organisation de la coopération islamique a été faite en septembre 1969 à Casablanca, l'initiative de qui? L'initiative de roi Hassan II. Oui. C'est extrêmement important, suite à l'incendie, vous savez, de la mosquée Al-Aqsa. Donc voilà une première expression fondamentale même de ce statut et de la diplomatie, j'y viens. Le fait que le roi du Maroc, Hassan II et Mohammed VI, son successeur, président le comité El-Quds, également l'illustration de ce statut, de l'expression d'une diplomatie religieuse. Alors, cette diplomatie est intéressante, on va y revenir dans ses déclinaisons, mais elle implique un cahier de charge, me semble-t-il. Amir al-Mouminin, il y a 5 cahiers de charge, le référentiel étant les statuts gouvernementaux, l'Ahkam sultaniya d'Al-Mawardi, il faut le dire. C'est dans la théorie du droit public musulman, c'est le livre fondamental sur le cahier de charge du khalifa. C'est quoi? C'est la défense de l'islam. Amir al-Mouminin, évidemment, c'est la défense de l'islam et de la foi. C'est également la protection et la défense de Dar al-Islam, la terre de l'islam. C'est la défense et la protection des croyants. Et c'est aussi la protection et puis la justice. C'est extrêmement important. Donc voilà en gros le cahier de charge. Alors sa diplomatie un cahier de charge donc, qui s'applique à l'interne à travers l'institution qui est le ministère des Habous et des Affaires islamiques, mais aussi en dehors, au-delà des frontières marocaines. Tout à fait, c'est les deux volets, mais c'est l'expression d'une même mission, sauf que dans un cas, elle est intérieure et nationale, d'autres, la projection à l'international. Alors, en interne, si vous voulez que j'aborde ça tout de suite, interne, il y a d'abord la réforme du champ religieux. C'est extrêmement important, avec un certain nombre de mesures qui ont été prises par le souverain, notamment le fait qu'il y a eu création, vous le savez, de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams,
la création également en 2015 de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains. Exactement. Et tout le rôle qui est fait sur ce plan-là. On va sûrement y revenir. Nous allons y revenir, nous allons en parler tout de suite, pourquoi pas, avec vous, Zakaria Abou-Dahab. Comment cette diplomatie religieuse marocaine se distingue-t-elle des autres mouvements, des autres pays musulmans qui aussi, et on le sait, pratiquent une autre sorte de diplomatie religieuse? Donc peut-être définisseriez-vous les différences entre l'approche marocaine et les autres approches? Elle est singulière. Et dans la continuité de ce que disait professeur Shimi, c'est qu'il y a des racines qui sont très ancrées, enracinées, depuis des siècles d'ailleurs, et qui fondent aussi l'État marocain dans son, qu'on appelle morphogenèse et ethnogenèse. Et à la base, vous savez, la monarchie marocaine, depuis des siècles, a été fondée sur ce que nous appelons la da'wa, une sorte de prédication, mais les ancêtres de Sa Majesté, les aïeuls, ses aïeuls, sont venus aussi avec l'idée, d'abord, ce sont des descendants chérifiens, et quand ils viennent pour lancer, non pas des conquêtes, mais des actions de mobilisation, fondamentalement, la religion occupait une place centrale, c'est très important. Et ce rôle n'a jamais été démenti ou effacé, ça va de soi, et cette Shimi avait rappelé, premièrement, le statut constitutionnel qui découle d'abord des fonctions de Sa Majesté, qui est garant de la continuité de l'État, du respect de l'islam, et en préambule déjà, on parle de l'islam comme religion du Maroc, et par ailleurs aussi il y a des fonctionnalités qui sont politiques, qui sont sociétales, et au-delà. Et comme on dit, le style c'est l'homme. Je voudrais aussi dire une chose importante, c'est que dans la centralité, d'ailleurs dans la droite ligne du droit public musulman, qui a été fondée progressivement, il y a le Mawardi, il y a Siyasa Sharaya de Ibn Taymiyyah, il y a les autres aussi, on peut citer d'autres, c'est que la bay'a est un acte fondateur, un contrat social de premier plan, et fondamentalement, à la base, c'est un acte qui est religieux et politique, politico-religieux. Ça me rappelle Tozi quand il a parlé du chant et contre-chant politico-religieux au Maroc les années 80 avec son professeur Bruno Etienne. Je voudrais aussi dire une chose importante, c'est que la sécurité spirituelle aujourd'hui est devenue fondamentalement un poteau indicateur de l'action de Sa Majesté le Roi, notamment depuis les attentats odieux de 2003. Et c'est là où on avait assisté à une restructuration majeure du champ religieux. Maintenant, sur le plan mondial, effectivement, vous savez, comme une sorte de boutade, on dit que le Maroc, c'est le pays des dahirs et de l'argani, parce que nulle part ça n'existe. On peut dire aussi que seul le Maroc peut se targuer d'avoir ce statut de Amir el-Mominin, de Sa Majesté le Roi, et qui ne se limite pas au Maroc. Vous savez, on peut revenir au débat même des... Alors les pays amis et frères africains, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., considèrent que Sa Majesté le Roi, c'est aussi Amir el-Mominin. C'est leur sultan, si vous voulez, si je puis utiliser cette expression d'avant 1956. Ce qui fait que l'action de Sa Majesté au niveau international, dans une sorte de diplomatie spirituelle, religieuse, je dirais aussi culturelle, il y va aussi d'une conception anthropologique, marque de son sceau la singularité du régime politique marocain qui est stabilisateur, mais qui est aussi un participant pour instaurer une paix aussi spirituelle dans le cadre des actions, les rayons d'action du Maroc, si vous voulez. Hein. Je fais un peu de qu'en est-il de la mise en œuvre sur le terrain, Mostafa Shimi? Sur ce point, je voulais d'abord apporter une précision. Mon collègue a fait référence à la bay'a. La bay'a n'est pas prévue dans la Constitution. La bay'a, l'allégeance. Dans l'allégeance, oui. elle n'est pas prévue dans la Constitution. Pourtant, c'est un acte qui est un pacte de nature religieuse et c'est quelque chose de normatif. Absolument. C'est vous dire que nous avons un système donc hybride avec le bloc démocratique institutionnel que vous aviez relevé dans une précédente émission et le bloc normatif. La bay'a n'est pas dans la Constitution. Pourtant, elle est impérative, elle s'impose. Alors, qu'en est-il? C'est très contraire aussi à d'autres de diplomatie religieuse, il faut le rappeler. Oui. Parce que ça apporte aussi en partie une réponse à ma précédente question, c'est-à-dire que c'est ce qui démarque aussi la diplomatie religieuse marocaine. Je vais rebondir. Ça veut dire ça coule de source. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Première question, y a-t-il une diplomatie religieuse dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Liban et autres, etc. Ça dépend ce qu'on vise. Parce que là, par exemple... Oui, ça dépend. Ce sont des pays, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. En revanche, il y a un certain nombre... De l'objectif, je ne dirais pas de la diplomatie religieuse, mais de certaines actions à caractère
religieux, et vraiment, je mets religieux entre guillemets. Vous avez raison, mais pour avoir une diplomatie religieuse, pourquoi je donne ces exemples-là, Oui. il faut avoir une boîte à outils et il faut avoir une capitalisation qui vous permet d'être crédible quand vous parlez de diplomatie religieuse. Sur ce plan-là, le Maroc, il a un référentiel qui s'articule autour de plusieurs composantes. Le rite malékite, qui est une école souple et d'adaptation. Également le référentiel de Ash'arite qui est sur la raison et le consensus, et puis le soufisme et la spiritualité, avec ce que ça implique comme éducation éthique et morale. Sur ce plan-là, on se distingue à l'international dans le champ religieux du monde arabe et du monde musulman par la spécificité évoquée par mon collègue, sa singularité. C'est une diplomatie de l'islam du juste milieu. Alors, c'est intéressant de définir c'est quoi le juste milieu. Il faut revenir. Oui. D'abord, je vais faire référence quand même à un verset coranique. Et oui, le verset coranique, Surat al-Baqarah, parle d'une communauté qui est celle du juste milieu, il faut le dire, on ne le dit pas suffisamment. Alors, les éléments constitutifs de cette diplomatie religieuse du juste milieu islamique, c'est le juste milieu, c'est le wasatiyya islamiyya. Bien, c'est un certain nombre de principes d'équilibre de la spiritualité avec la vie matérielle. C'est également la modération. Il faut y ajouter la tolérance et l'ouverture, sans oublier la justice et l'équité, et puis une approche non pas statique, scripturaire, mais une approche progressiste et pragmatique. C'est ça qui donne à la doctrine marocaine qui irrigue sa diplomatie, son attractivité à l'international, notamment dans le continent et ailleurs. Alors, et ailleurs, il y a un point quand même important, c'est cet islam de juste milieu qui promeut le dialogue, qui promeut la paix. Quels sont les défis en ces temps de tensions interreligieuses, professeur Abou Dahab? On peut au moins partir d'une sorte d'axiome, c'est la globalisation de façon générale, avec son lot aussi de propagation des risques, y compris idéologiques. Quand on sait aujourd'hui que la toile mondiale, entre autres choses, pourrait faire exposer des jeunes qui ne sont pas résilients sur le plan culturel et qui seraient tentés, à cause de la nuisance et d'actions nocives proférées par, soi-disant, des émirs, entre guillemets, qui appartiennent à des groupes salafistes et autres extrêmes. Et par conséquent, je crois que, premièrement, si la mondialisation est porteuse de bénéfices, elle est aussi un vecteur de risques majeurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez, le roi Hassan II, quand il avait cherché à juguler la propagation du chiisme au Maroc, quand il répondait à Khomeini à l'époque, les années 80, et quand on sait les actions subversives de l'Iran, et bien avant, c'était la même année d'ailleurs, subhanallah al-azim, 1979, c'était la révolution, enfin c'était l'intervention soviétique en Afghanistan, les Afghans arabes, dont d'ailleurs un certain Ben Laden, et c'est là où progressivement, il y a eu une sorte de propagation de rituels ou de tendances qui sont étrangères au corps marocain, qui, je le sais, traditionnellement, les Marocains ont toujours pratiqué leur foi, loin de toute idéologie. Ce n'était pas un islam idéologique ou politique, c'est un islam social, pratique, et je dirais même un islam nationaliste, celui de Al-Fassi par exemple, Hassan al-Wazani, etc. Donc pour résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ça me passionne, et je vois professeur Sahimi avec son fond spirituel très intéressant que je découvre par ailleurs, on peut dire grosso modo que l'ADN marocain n'accepte pas des corps étrangers de ce genre qui proviennent notamment de l'Orient. Alors je voudrais vous interpeller sur cela en particulier. Qu'en est-il de la diaspora marocaine, notamment dans les pays européens, et cette influence d'un islam qui n'est pas propre au rite, au dogme, à la tradition de l'islam à la marocaine, si je puis me permettre l'expression? Ben oui, parce que de toutes les façons, là nous sommes dans des champs qui sont très ouverts, vous voyez, donc ça veut dire que, et c'est là la réponse, moi je pense à votre question, Madame Khadija, c'est l'action marocaine consistant à encadrer et socialiser les Marocains, notamment les enfants, à travers la diffusion de toutes les composantes
de l'islam marocain, le rite malékite, ash'arite, mais également un soufisme sous forme de confrérie religieuse. D'ailleurs, on peut citer le Boutchichia, le Qadiriya. Moi, j'ai aussi des souvenirs d'enfance, de Mknes, avec Tijania, etc., le Boussaïria, etc. Donc, ce qui fait que, oui, aujourd'hui, le Maroc a intérêt précisément à marquer le territoire. Mais je voudrais dire une chose, on était sur le même plateau quand il y a eu le discours de Sa Majesté appelant à une refondation des structures de représentation des Marocains, notamment à l'étranger. Et c'est là où on pourrait peut-être voir une fenêtre d'opportunité pour permettre précisément de juguler des tendances extrémistes ou extrêmes qui ne sont pas du tout conformes à la doxa marocaine. Comment renforcer ces diplomaties religieuses avec notamment les pays africains, mais aussi européens, et aussi, pourquoi pas, évoquer ce point en particulier avec vous, une meilleure intégration de l'islam dans les sociétés occidentales, notamment européennes, Mustapha Sahimi? Un élément d'information factuelle, le Maroc a signé un accord avec l'Allemagne. Oui, le 11 février dernier. Il y a un mois et demi, c'est intéressant. Pour former des imams allemands. Il y a eu des accords également des plus de 300 prédicateurs qui ont été envoyés par le Maroc en France, donc dans le cadre de l'éducation religieuse, etc., dans d'autres pays. Donc le Maroc, il s'occupe de l'interne, mais il est exportateur d'un modèle éducatif auprès des pays donc d'immigration, où il y a nos migrants. Oui, comme le disait Sa Majesté dans son discours en 2019, à l'occasion de la visite du pape, la réponse, c'est l'éducation. Oui, tout à fait, c'est l'éducation. Alors, notre communauté marocaine étrangère, elle supporte un certain nombre de contraintes. Elle est dans des terres étrangères, ce ne sont pas le Maroc. Elle adhère à des valeurs universelles, républicaines, autres, etc. Mais en même temps, elle a besoin de trouver un lien avec la communauté. La communauté marocaine, c'est l'Oumma. Oui. Au-delà des populations, c'est une communauté organique de croyants. Alors, c'est un islam, évidemment, qui est pratiqué suivant certaines règles, de manière différenciée. Il y a un islam, j'allais dire, soft, oui. Et il y a un islam rigoureux, mais telle est notre société et tout le monde s'en accommode. Ils ont besoin, précisément, vivant dans des pays étrangers, face à des courants islamophobes instrumentalisés par des pays d'extrême droite, pratiquement dans la majorité des pays européens, de se rattacher à quelque chose. Quoi? Quelque chose d'identitaire. Ils sont marocains, mais au-delà de la marocanité, ils se sentent, et il y a ressenti de musulmans, et ça, ils le trouvent évidemment par référence au Maroc. Maintenant, alors justement, en parlant de ça, juste à noter pour nos téléspectateurs, pendant ce mois de Ramadan 2025, la Fondation Hassan II a mobilisé une délégation de 272 prédicateurs dans 13 pays, donc une mobilisation à l'étranger qui reste quand même constante, parce qu'il y a besoin. Il y a besoin pour la communauté musulmane de manière générale, mais aussi pour ces Marocains musulmans vivant à l'étranger. Je reviens sur ce que vous avez dit. Ce sont donc des migrants qui sont dans les pays d'accueil, il y a à peu près 5-6 millions de personnes, qui sont donc intégrées socialement, économiquement, partout, etc., mais qui subissent quand même un certain nombre de courants hostiles et d'expressions hostiles, parfois au quotidien. Et ça vient d'un courant qui remonte loin. C'est le courant des néoconservateurs américains d'il y a une vingtaine d'années qui a fait cette analyse conforté après le mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, pour dire ceci. Nous avons fait échouer le communisme, mur de Berlin et la dissolution de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui reste dans le champ international? Il reste l'islam, fondamentalement. Et on ne peut pas comprendre les mutations internationales qu'il y a et les bouleversements si on ne prend pas compte fait qu'ils considèrent que l'islam est un rempart qui tient face donc à des poussées, il faut bien le dire, impérialistes, nourries par un certain nombre de milieux néoconservateurs et autres, etc. Et c'est pour ça que l'islam est pour nous le point de rattachement, mais à l'international, c'est un rempart, et c'est d'ailleurs, en un mot, tout ce qui explique la politique pratiquée par un certain nombre de pays au Moyen-Orient, etc., contre l'islam, et pour la dissolution
des liens entre les différentes communautés. C'est cette politique qui a nourri la lutte entre les différentes confessions au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à plaider, à expliquer que l'islam marocain est un islam du juste milieu, en Europe, ailleurs, etc. Et ça, c'est une grande bataille, évidemment. Oui, c'est une grande bataille. Il fait face à des défis, cet islam prôné par le Maroc, notamment dans sa lutte contre l'extrémisme religieux. Zakaria Abou Dahab. Alors oui, il faut une éducation, mais il faut aussi une coopération internationale dans ce sens. Comment voyez-vous l'avenir de cette coopération? Encore une fois, je reviens en temps de crise interreligieuse, de cette fragmentation que nous vivons, et puis que des cartes qui bougent tellement vite. Tout à fait. Donc, où retrouver cet islam et le sauver face à ces défis? Moi, d'abord, je considère que l'action internationale doit être aussi nourrie, consolidée par une action in situ, en interne, consistant à consolider l'armature culturelle et intellectuelle des Marocains. La meilleure résilience, c'est l'éducation. Une bonne éducation en continu, mais également une ouverture d'esprit. Ça me rappelle Mohamed Argon, par exemple, ou d'autres, Abdel Jabri. Mohamed Argon, vous le savez, d'origine algérienne, mais enterré au Maroc, qui avait plaidé pour une approche en termes de sens social de la religion. Il faut lire l'anthropologie, l'histoire, la géographie, pour avoir une certaine idée. Il y a de grands savants musulmans de façon générale, Al-Ghazali, Ibn Rushd, etc. Ce sont des référentiels extrêmement importants pour une jeunesse parfois en perte de repères, désemparée face à une globalisation parfois qui prend des allures un peu sauvages, et surtout aujourd'hui avec les fake news, etc. Mais Madame Khadija, moi je vois que historiquement parlant, le Maroc aussi a été exposé à des vagues d'orientalisme malheureusement, qui ont essayé de pénétrer un peu le corps social et déstabiliser nos structures politiques. Parce que le Maroc, à un moment donné, était aussi visé par des actions de déstabilisation provenant de l'extérieur. Et c'est là où on voit que la religion, c'est aussi un facteur géopolitique de premier plan. Sur le plan interne, c'est extrêmement important. Et permettez-moi aussi de rappeler, peut-être M. Sahimi va être d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, des actions comme la création de la chaîne Mohamed VI, oui, que ce soit à la télévision, à la radio, aujourd'hui, une forte audience. C'est la première chaîne en termes d'audience. En termes d'audience, oui. En termes d'audience. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle s'adresse à tous les niveaux. À tout le monde. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. Monsieur et Madame tout le monde. Sur le plan international, le Maroc est présent dans les forats internationaux. Alliance des civilisations depuis 2005 d'ailleurs. Le dialogue interreligieux, Sa Majesté qui a accueilli en grande pompe le pape en 2019. Et vous avez d'entrée de jeu rappelé s'il avait dit en parlant de l'éducation comme étant un rempart majeur contre les extrémismes. Mais d'ailleurs, vous savez, l'UNESCO, même à la base, en 1945, dans son acte constitutif, avait dit que les guerres, d'abord, naissent dans les esprits. Il faut donc éduquer, regardez, l'éducation, la science et la culture. C'est mais est-ce que ça se traduit dans les politiques publiques suffisamment? Pas suffisamment, à mon avis. Partant du fait que je pourrais, peut-être, vous avez anticipé ma réponse, c'est que quand on prend le nouveau modèle de développement, franchement, quand je vois le niveau d'augmentation du PIB alloué à la culture de façon générale, les infrastructures culturelles, les musées, les salles de cinéma, théâtre, etc., c'est véritablement dérisoire. Il n'est pas à la hauteur des ambitions du Maroc. C'est vrai qu'il y a aussi une hétérogénéité en termes spatiaux, de façon générale. Rabat, peut-être mieux loti, mais prenez des petits patelins. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut absolument, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan aussi national et interne, renforcer l'armature sur ce plan-là. Ça tient au fait... mot de la fin pour vous, Moustapha Sahimi, je ne pouvais pas. En 2 mots. Oui, ça tient au fait que l'approche du développement qui est faite est une approche largement technocratique, où il y a peu de place pour la culture. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est d'intégrer la dimension... La culture, ce n'est pas que le divertissement. Absolument. Mais oui, la culture dans son... C'est l'épanouissement, sa noblesse. L'attachement à un certain nombre de valeurs traditionnelles et de modernité. Et ça, c'est une interpellation pour ce cabinet et pour les prochains, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. On va finir sur cette énième interpellation de Moustapha Sahimi au gouvernement et au prochain dans le cadre de cette émission. En tout cas, merci encore une fois. Si Sahimi, merci à vous également. Merci à vous, Dahab. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.